Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine à InfoCam. La Ville de Saint-Pascal lance son nouveau programme d'aide à la rénovation de bâtiments pour sa zone patrimoniale. Un nouvel outil pour la transformation des bâtiments religieux du Kamouraska. Lancement du deuxième volet d'une campagne de sensibilisation régionale pour les différentes formes d'abus chez les jeunes. Et en terminant, tourisme et chansons au camp musical de Saint-Alexandre. Bienvenue à votre bulletin d'information InfoCam. Les citoyens de la ville de Saint-Pascal seront heureux de savoir qu'il y a maintenant un programme pour la rénovation du bâtiment dans la zone patrimoniale de la ville. Voici tous les détails avec Guylaine Dumais. La Ville de Saint-Pascal a lancé un nouveau programme d'aide à la rénovation du bâtiment. Qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend vraiment une aide technique, ça comprend une aide financière pour soutenir les propriétaires de bâtiments dans l'ère patrimoniale afin qu'ils fassent des rénovations qui soient de qualité et qu'ils puissent comme ça être fiers de leur projet puis aussi contribuer à l'embellissement du milieu. Et on parle de quel territoire dans la Ville de Saint-Pascal? Alors, c'est un assez grand territoire. C'est, je pourrais dire, le noyau de Saint-Pascal. Donc, quand on parle des rues Patry, Hébert, Taché, de la station, de la gare aussi. Donc, vraiment le secteur où on retrouve une densité de belles maisons et de beaux commerces qui ont un caractère patrimonial. Vous avez parlé d'aide financière. On parle de combien? Alors, chaque propriétaire pourrait avoir une aide financière maximale de 10 000 $, ce qui est un beau soutien. Et l'enveloppe annuelle, elle est de 50 000 $, mais la Ville s'est engagée pour 3 ans. Alors, c'est un investissement de 150 000 $ sur 3 ans. Et donc, on peut penser que les propriétaires mettront au moins autant d'argent, sinon plus. Donc, ça vous donne une idée quand même de l'impact d'un projet semblable pour un milieu comme Saint-Pascal. Mais concrètement, on parle de quoi comme rénovation pour les bâtiments? Alors, tous les aspects d'un bâtiment sont pris en compte. Donc, ça peut être la restauration d'une toiture, de revêtements, les portes, les fenêtres, les balustrades, tous les éléments aussi qui sont des éléments décoratifs. On parle d'aisseliers, par exemple, de corniches, d'entablements, les garde-corps. Donc, vraiment, on veut toucher tous les aspects d'un bâtiment. Et je vous dirais même un aspect qui est intéressant, c'est qu'on touche aussi l'aménagement paysager, même, ou les entrées de commerce, particulièrement. Donc, ça s'applique pour les commerces et les industries, parce qu'on sait qu'un bâtiment, c'est dans un écrin, hein, il y a un environnement autour de tout ça, et on sait que ça peut avoir un impact. Donc, les travaux d'aménagement sont aussi couverts. Également, les enseignes pour les commerçants, les plans, les esquisses, les croquis, bref, tout là, pour vraiment soutenir le propriétaire qui puisse s'outiller des bons éléments pour l'aider à avoir un projet qui soit concluant, un beau projet. Mais quels sont les critères d'admission pour ce programme? Alors, les critères, je vous dirais, sont relativement simples. C'est-à-dire qu'il faut que le bâtiment ait une façade qui donne sur une rue, visible de la rue. Évidemment, les travaux ne doivent pas avoir été débutés, hein, parce que les travaux doivent être analysés par un comité qu'on appelle le comité consultatif d'urbanisme. Donc, ce comité-là prendra en compte toutes les demandes avec la description des projets. Et je vous dirais que si un bâtiment fait un coin de rue, bien, il y a 2 façades qui peuvent être admissibles au projet. Et tout en ayant toujours en tête que l'offre, l'aide financière, elle est de 10 000 $ maximal, mais je peux vous dire que ça donne un bon coup de pouce là, sur une rénovation. L'objectif du programme, c'est de soutenir les propriétaires qui ont des bâtiments qui sont dans l'ère patrimoniale et qui veulent faire ce qu'on dirait le petit plus là, pour vraiment avoir des interventions qui vont protéger l'intégrité de leur bâtiment. Et c'est aussi un objectif de vraiment stimuler la fierté locale. Vous savez comment c'est important dans un milieu d'être fier de notre milieu. Et je pense que la fierté, ça touche non pas juste les propriétaires qui vont faire leur rénovation, mais même le voisin qui habite en face d'une maison qui a été rénovée et dont ça fait la fierté. J'entends régulièrement des gens parler de la maison Chapelot à Saint-Pascal parce que c'est une belle maison, bien conservée. Eh bien, tout le monde, c'est un peu sa maison. C'est pas juste la maison des propriétaires, c'est la maison de tout le monde. Donc, c'est dans cet esprit-là aussi que le programme vise à stimuler cette belle fierté. Est-ce que ce programme est venu de la demande de la population de Saint-Pascal? En fait, je vous dirais que oui, ce programme est là depuis... Il y a eu auparavant d'autres types de programmes de cette nature, mais jamais un aussi généreux que celui-ci. Et donc, dans les objectifs de développement
de la ville aussi, c'est une volonté depuis longtemps qui est manifeste de protéger son patrimoine. Mais évidemment, si la demande est acceptée par le conseil municipal, c'est parce qu'on sait qu'il y a des gens sur le terrain qui veulent rénover et qui se demandaient, bien, est-ce qu'on pourrait avoir de l'aide pour justement faire ce plus qui va faire qu'on ne rénovera pas comme on le ferait si on n'avait pas d'aide. Mais si on a une aide financière, on va faire plus, on va faire plus beau encore ou de meilleure qualité. Et en terminant, on peut faire dès maintenant cette demande? Oui, certainement. Alors, les premières, il y a 2 cohortes où on accueillera des dépôts de demandes. La première, elle est jusqu'au 30 avril de cette année et la deuxième, elle est au mois de septembre, le 30 septembre. Alors, avis à tous les intéressés, 50 000 $ pour la première année et l'an prochain, encore 50 000 et même chose pour la 3e année. C'est dans l'église de Saint-Alexandre que les journalistes ont été conviés au lancement de l'outil d'accompagnement pour la transformation de bâtiments religieux au Kamouraska. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce guide-là d'accompagnement? Bien, c'est toute la démarche là, qu'un conseil de fabrique ou qu'une municipalité qui souhaiterait convertir ou donner une nouvelle vocation à son église ou à son presbytère ou même, on voyait toute la question des cimetières. Donc, toute la démarche qui doit être accomplie là, en 10 étapes, en tout cas facile, tout dépendant des défis, là, mais en 10 étapes. Donc, ça donne vraiment là, par ordre là, les étapes à suivre pour bien réussir la démarche. Et on a quelques exemples dans le guide. Puis, on ne doit pas, dans ça, nécessairement, les exemples de d'autres paroisses ne s'appliquent pas nécessairement à nos églises. Là, il faut voir, mais à tout le moins, on voit que c'est possible de transformer une église, comme par exemple les sections de côté dans une paroisse avaient été fermées pour en faire des locaux. Bien, près d'ici, à Saint-Ludger, pour en faire des locaux pour la formation chrétienne. On voit également Saint-Jean-de-Dieu où l'avant de l'église a été transformé pour l'ajout d'une bibliothèque municipale tout en conservant un lieu de culte. C'est pas dans le guide, mais je sais qu'à Saint-Elzéar, dans le Témiscouata, l'église a été convertie en centre communautaire. Donc, moi, je dis, il faut dans tout ça regarder quelles sont les opportunités qu'on a, puis nécessairement, là, je crois qu'on a l'obligation, lorsqu'on a un projet, de regarder est-ce qu'une église pourrait convenir, puis est-ce que c'est possible de faire le projet dans une église. Mais il faut toujours être conscient que parfois, transformer une église, ça peut s'avérer aussi excessivement coûteux lorsqu'il y a un changement d'usage. Ça, on en avait parlé beaucoup au forum. Mais il ne faut pas non plus dire aucun projet est possible. Donc, c'est du cas par cas, c'est de regarder le projet. Puis, s'il y a lieu d'utiliser une partie de l'église, ça peut être la sacristie, par exemple, ou l'église. Mais en tout cas, s'il y a lieu, je pense qu'il faut se permettre de le faire. Parlez-nous de votre partenariat pour cette nouvelle outil d'accompagnement. Bien, effectivement, on est impliqué, le CLD du Kamouraska, depuis les tout débuts, parce qu'on voit dans les différentes communautés là, qu'il y a un besoin énorme ou une problématique là, sur l'avenir des églises au Kamouraska. Et comme nous, comme CLD, on s'occupe d'abord de développement économique, mais aussi de développement local et régional. Donc, c'est des problématiques qui nous concernent aussi, le dynamisme des communautés, l'occupation des différents bâtiments ou du patrimoine bâti qui est en place dans les différentes localités, nous concerne au plus haut point. Alors, une personne de mon équipe s'est adjointe au comité de coordination pour entamer tout le processus de réflexion à partir de l'activité qui s'est tenue il y a un petit peu plus d'1 an maintenant à Rivière-Ouelle, où près de 200 personnes avaient assisté à cette journée-là de réflexion. Puis de commencer une démarche là, de s'intéresser aussi à l'avenir des églises dans chacune des localités. Donc, c'était une première étape. Et maintenant, le guide d'accompagnement se trouve être une suite logique de cette amorce de réflexion. On outille les gens pour passer à l'action maintenant. Une fois que la réflexion est faite ou la sensibilisation sur l'avenir des églises est amorcée, il faut maintenant préparer l'avenir, donc passer à l'action et amorcer une démarche de dire, on fait quoi avec nos bâtiments religieux? Et à qui ça s'adresse exactement? Ça s'adresse, dans le fond, à l'ensemble des communautés locales, conseils municipaux, conseils de fabrique, population en général, qui sont concernés par l'avenir de leur église là, sur leur territoire. On peut l'avoir sur Internet, sur chacun des sites des organismes membres, donc à l'évêché, la MRC de Kamouraska et le CLD du Kamouraska. Et sur demande, je crois qu'il y a des copies papier aussi qui pourront être distribuées
par les 3 organismes qui sont là. D'abord, chacune des municipalités et des conseils de fabrique en ont déjà une copie en main et la façon la plus simple, ce sera d'aller sur les sites Internet de chacune des organisations. On a 16 églises dans la MRC de Kamouraska et comme le disait tout à l'heure le préfet, M. Sucy, pour une population qui est semblable à celle de Rivière-du-Loup, où là, on a 3 églises seulement et on va probablement en avoir surtout qu'une complètement réservée au culte. Et nous, on en a 16 présentement. Donc, c'est important de leur trouver des vocations qui peuvent servir encore à la communauté, gardant une dimension culte, possiblement, mais aussi d'autres dimensions sociales, communautaires, culturelles. C'est le lancement du 2e volet de la campagne de sensibilisation régionale pour contrer différentes formes d'abus chez les jeunes. Voici tous les détails de cette campagne. C'est en fait, ça de l'abus, ça a commencé, le premier volet a été là, mis en place en automne 2012. Puis, il y a eu un effort continu auprès des jeunes, dans les écoles et tout ça. Au début, ça prenait la forme d'un site Internet. Il y a eu des affiches qui ont été mises dans les écoles, de la sensibilisation qui a été faite. Et le 2e volet, qui est comme un rafraîchissement de ça, les jeunes ont accès aussi à des ressources régionales, pas juste des ressources là, au niveau de la province, vraiment collées à leur réalité ici. Ils ont accès aussi, les enseignants, par exemple, ont accès à des activités clés en main sur le site. Puis, avant de sortir la 2e mouture, il y a eu un genre de focus group qui a été fait à Rimouski auprès des élèves de l'école Paul Hubert et aussi l'école Armand Saint-Onge à Amqui. Les élèves ont donné leur opinion sur le site. Donc, c'est vraiment au goût du jour, là. C'est quoi les sujets qui sont abordés dans cette campagne-là? On a des sujets plutôt actuels comme le sexting, le contrôle numérique à l'aide des réseaux sociaux. Il y a aussi des sujets, malheureusement, qui sont récurrents, mais qui sont présents, comme l'agression sexuelle, la violence dans les couples adolescents aussi. Donc, c'est des sujets comme ça qui reviennent un peu dans la réalité des jeunes, mais avec lesquels on veut les outiller pour qu'ils puissent être capables d'aller se chercher de l'aide, s'informer aussi. La tolérance avec l'orientation sexuelle aussi, l'homophobie qui est présente cette année dans le 2e volet là, qui est intéressante aussi. Si on revient au sexting, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en fait, le sexting, c'est d'utiliser des médias sociaux, des appareils électroniques pour partager des images à caractère sexuel. Le caractère sexuel peut venir de la nudité, mais peut aussi venir de la suggestion d'activités sexuelles. Donc, ça peut être, oui, des gens qui sont dénudés, tout nus, mais ça peut être aussi vraiment des gens qui vont, même avec des vêtements, suggérer l'activité sexuelle. Ça peut être aussi des textos de nature sexuelle, c'est-à-dire que les mots qui vont être écrits, ça va être suggestif sans nécessairement que ce soit une photo. Ça peut être aussi un texto qui fait partie de ça, là, le sexting. Est-ce qu'on peut penser que les réseaux sociaux, justement, s'est rendu un outil dangereux pour les jeunes? Oui, malheureusement. Dans certains aspects comme celui-là, ça peut être une arme à 2 tranchants. Les jeunes s'échangent beaucoup de messages privés à travers une plateforme comme Facebook, on va dire. Et lors de ces messages privés-là, lors de ces échanges-là, ça va bien tant que les deux peuvent se faire confiance et que ça reste entre ces 2 personnes-là. Sauf que malheureusement, c'est pas éternel, les amitiés, les amours. Des fois, avec une rupture un peu houleuse, il va y avoir un des deux qui va décider de se servir de ça pour se venger ou pour... Et là, il va le mettre sur son Facebook plus public ou il va le transférer, l'envoyer à des amis. Une plateforme aussi comme Snapchat qui fait que les jeunes se sentent en sécurité en se disant « Ah, mon image elle va être effacée dans 1 seconde, 2 secondes. » Mais il existe plein d'applications maintenant qui servent à aller récupérer les images Snapchat sans que l'autre personne qui les a envoyées soit au courant. Donc, les jeunes se servent de ça. Il y en a qui se montrent des collections impressionnantes, alors que les autres ne se doutent pas du tout là, que les images sont conservées. Là. Est-ce qu'il y a des questions qui sont plus récurrentes auprès des jeunes quand vous faites des campagnes de sensibilisation comme ceux-là? Souvent, les questions, c'est dommage de voir ça, mais les questions arrivent quand le mal est fait. La plupart du temps, malheureusement, les jeunes, tant qu'eux, ils peuvent pratiquer toutes ces choses-là sans qu'il y ait de problèmes, bien, ils n'auront pas tendance à être si touchés que ça. Mais quand quelqu'un près d'eux ou eux-mêmes sont touchés, sont victimes de quelque chose, là, tout à coup, ils vont vouloir savoir. Donc, ce qu'on essaie de faire avec la sensibilisation ou avec un site comme ça de l'abus et tout ça, c'est justement de les outiller à s'informer avant que ça aille mal. S'outiller pour que ça soit une préoccupation constante pour eux. Pas juste quand il y a quelque chose qui les menace, que là, il y a une réaction, mais qu'ils soient tellement aguerris qu'ils évitent de se mettre les pieds dans les plats préventivement.
Plus tôt, vous avez parlé d'activités. Qu'est-ce que vous proposez aux jeunes? Bien, si on prend ici notre commission scolaire au niveau du Kamouraska et tout ça, on a des ateliers, nous, qui sont bâtis selon le niveau de développement des jeunes. Donc, la démarche, elle s'enclenche dès la 6e année. On les voit. Et ça se continue secondaire 1, 2, 3, 4, 5, à tout. Et souvent, ça peut être même 2 ou 3 fois dans l'année où les jeunes sont vus. Donc, il y a un lien de confiance qui se développe, veut pas, parce que là, on se voit chaque année, puis il y a une continuité. Puis les enseignants sont vraiment super collaborateurs, là, c'est génial. En sciences techno particulièrement, en éthique et culture religieuse aussi. Mais tous les enseignants, récemment, on a fait un projet avec l'art plastique. Donc, tous les enseignants réussissent un peu, en connaissant le mandat qu'on a, à intégrer l'éducation sexualité puis aussi la cyberprévention, parce que c'est intimement lié. Ils réussissent à l'intégrer dans leur enseignement. Puis les jeunes, bien, ils deviennent habitués à en entendre parler puis à revenir avec ça. Puis on fait aussi du bureau dans les écoles où je suis. Moi, mon bureau est là, puis les jeunes peuvent venir me voir. Donc, c'est sécurisant pour eux d'entendre dans la classe l'atelier, mais de se dire, ouais, là, je suis gênée devant 30 personnes de poser ma question, mais la sexologue, elle va être là tantôt à son bureau, puis je vais aller la voir. Puis... Donc ça, c'est facilitant pour eux. Ils savent qu'il y a une ressource qui est là tout le temps. Donc, les jeunes sont quand même réceptifs, sont sensibles à ce genre de campagne-là. Vraiment, vraiment. Puis le fait que ça soit sur Internet, comme le site de ça de l'abus, ça les aide beaucoup. Souvent, on peut organiser un petit atelier de sensibilisation, justement, où est-ce que, avec le projecteur, le tableau interactif à l'avant, on le visite, le site, en direct avec eux. Fait que c'est moins gênant puis c'est moins impliquant peut-être des jeunes qui diraient « Ah, si je vais voir ça, les autres vont penser. » Mais là, tout le monde le fait en même temps. Et là, après, quand ils seront en privé pour eux, bien, ils pourront aller le revoir. Mais ils auront eu comme un petit peu la démarche puis la facilité de l'avoir vu, d'avoir vu comment ça fonctionnait. Puis, donc oui, ça les intéresse tout le temps. C'est la 2e édition de la course de chiens dans la municipalité de Rivière-Ouelle. Une fin de semaine remplie d'activités qui saura plaire à tous. La fin de semaine du 28 février, ça nous fait plaisir d'accueillir pour la 2e année consécutive la course de chiens. Donc, c'est un événement très spécial et on invite toute la population de Rivière-Ouelle et des municipalités environnantes à participer à cette activité-là. C'est la 2e édition. Pourquoi avoir initié un tel projet, une telle activité? L'an passé, c'est qu'on a eu la chance d'accueillir rapidement la course et on a réussi, avec l'aide des différents partenaires, dont M. Richard, qui était déjà bien impliqué dans le passé, et les gens de Saint-Gabriel, comme ça, c'est qu'à transférer rapidement la course. Et nous, dans l'espace de 2 semaines, à peu près, c'est qu'on a réussi à supporter l'organisation. Donc, ça a été un événement absolument superbe. Les gens qui sont venus ont apprécié énormément. On a eu une belle fin de semaine. Et pour nous, je veux dire, c'est qu'on attendait l'opportunité de reproduire l'événement cette année. Vous êtes un amateur de chiens? J'aime beaucoup les chiens. On a 3 petits chiens à la maison, mais ils sont trop petits pour pouvoir les enregistrer à la course. Je pense qu'ils n'auraient pas fait long lorsque les autres chiens seraient déjà arrivés. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme course de chiens ici à Rivière-Ouelle? On va avoir tout d'abord des courses à 6 chiens à 10 h l'avant-midi. On va avoir des courses à 8 chiens à midi. Et puis, on va avoir la classe Open qui va débuter à 2 h. La classe Open, ça comprend des chiens illimités. On va avoir des équipes jusqu'à 18 chiens et peut-être 20. Et puis, les équipes nous viennent de partout. Les équipes nous viennent du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, des États-Unis et beaucoup du Québec ici. Et parlez-nous des chiens. Quels chiens qu'on retrouve? Quelles sortes de races? On va surtout retrouver des chiens croisés, des chiens de chasse, croisés avec des huskies, surtout du sibérien. C'est des chiens les plus rapides pour pouvoir faire la distance. La distance de 6 chiens, c'est 6 km. 8 chiens, c'est 8 km. Et puis la classe Open, c'est de 16 km. Mais on va vous dire, c'est une attraction spéciale à voir. Parce qu'on peut se longer, le parcours est vu, rare parcours. 90 % de la course est vue par les spectateurs. On longe le chemin sud de la rivière, on longe le chemin haut de la rivière, on va traverser la route de la plaine, on suit la 132 un bout, et après ça, on va dans la grande plaine là, pour la virée des chiens, parce que les chiens, ils vont et reviennent sur le même chemin. Et si on parle de course, est-ce qu'il y a des prix à la fin pour les meilleurs courseurs?
Il y a 8 000 piastres en bourse qui est réparti aux coureurs. Et les premiers en ont plus que les derniers, mais il y en a pour tout le monde. Les chiens, est-ce qu'ils sont oubliés? Ont-ils des biscuits à la fin de la course? Chaque coureur, va vous dire, voit ses chiens. Chaque coureur gâte ses chiens. Après la course, c'est pas rare qu'on va voir un qui il va arriver avec des tranches de steak puis il va donner à ses chiens. Ou bien un bon bœuf haché. Au point de vue éthique, on est surveillé, c'est parce que les chiens ne méritent pas d'être maltraités. Hein? Vous ne verrez pas personne donner un coup de pied à ses chiens, pas personne qui donne un coup de fouet aux chiens parce que personne n'a le droit d'avoir un fouet. Ça arrive des fois que les chiens vont se mêler, là, mais ça, il faut faire attention là, pour les démêler parce que ils veulent tout. Hein? Vous voyez celui-là ici aujourd'hui, là, il serait prêt à partir, mais quand on a 18, là, ils sont tous prêts à partir. Hein? Ça fait que, on les accroche après une unité mobile avant de partir. Là. Puis il y a des fois, ils traînent une unité mobile à 18. Là, ils pourraient partir avec une unité mobile. On a un souper barbecue à compter de 18 h et une soirée dansante pour la soirée, avec service de restauration et de bar toute la fête de semaine, samedi et dimanche. Est-ce que les activités de la fête de semaine sont gratuites? Sauf pour le souper barbecue de 18 h. La soirée dansante le soir à compter de 9 h, c'est gratuit. Et la remise des bourses aura lieu dimanche à 16 h avec la participation du député Côte-Sud, M. Norbert Morin. On invite toute la population vendredi le 27 février à 20 h. C'est la chorale de 60 choristes français de la chorale Chœur en hiver du camp musical de Saint-Alexandre qui vient nous offrir une performance splendide. Donc, toute la population est invitée à ce spectacle gratuit. Le camp musical de Saint-Alexandre reçoit encore cette année l'activité Le Chœur en hiver, qui réunit différents choristes provenant majoritairement de la France. Voici tous les détails avec Marc-André Caron. Le principe, c'est de faire découvrir le Kamouraska et en même temps les faire chanter parce qu'au départ, ce sont des chanteurs de partout, en France, en Suisse. Cette année, on a des Suisses. À la prochaine session, on aura une Russe. Donc, ça va être très international. Comme vous l'avez dit, c'est pas seulement de la chanson, c'est découvrir le Kamouraska. Qu'est-ce que vous proposez comme activité? L'objectif, c'est de leur faire découvrir plein de choses au Kamouraska. Donc aujourd'hui, il y avait un tour de, entre guillemets, sleigh ride, hein, la promenade en traîneau avec des chevaux. Et ça, on les avise le soir. Donc ici, dans le programme, on amène plein de petites surprises comme ça. Hier, nous étions à Pointe-Négamouk. Donc, à la base santé plein air, plusieurs se sont trempés dans le sauna nordique, et donc ils ont fait des activités, raquettes, patins. C'est vraiment pour découvrir, puis leur démontrer aussi que notre hiver québécois, on peut être vraiment bien au Québec en hiver. C'est surtout ça. Et à quoi ça peut ressembler une chorale avec des Québécois, des Français ou des Suisses? Ah, c'est très multi-ethnique. On apprend beaucoup de... on apprend les paroles, les mots différents de chacune, hein, parce que lorsque, exemple, moi j'ai une chanson des Cowboys fringants, donc pour des Suisses, pour des Français, tout décortiquer chacune des paroles pour être capable de leur expliquer la signification de ces paroles-là. Parce qu'on a la même langue, mais pas les mêmes images au niveau des mots. Comme on l'a mentionné, c'est la 2e édition. Qu'est-ce que les Européens retiennent le plus de ce voyage? La magie de notre Québec à l'hiver. Ils découvrent la joie de vivre des Québécois. Vous savez, ce que je leur dis, c'est quand on est au Québec en hiver, vous voyez pourquoi on a une joie de vivre, parce qu'il fallait combattre le froid par des soirées, des soirées familiales, des soirées de danse. Il n'y a pas seulement un groupe d'Européens qui viennent ici, là. Il y en a aussi un deuxième qui s'en vient très bientôt. Oui, donc on a organisé 2 séjours cette année. Le deuxième groupe arrive le 20 février et on donnera aussi un spectacle dans la salle du Haut-Pays ici, le 28 dimanche 1er mars, pardon. Un deuxième groupe parce qu'il y avait beaucoup de demandes pour venir ici? Oui, l'année dernière, on avait fait un séjour de 104 personnes. Avec les Québécois, on était 120. C'est beaucoup. C'est beaucoup au niveau de l'environnement ici, des salles, etc. Donc, cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est de couper le groupe en 2 pour faire 2 séjours, pour avoir une meilleure convivialité. Et ça fait quelque chose de très, très bien. Pourquoi greffer des Québécois avec les Européens? L'année dernière, étant donné qu'on avait 104
européen. Le seul petit bémol qu'il nous disait, c'est que pas assez de Québécois pour vivre la semaine avec eux. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a scindé, pour qu'on puisse échanger. Donc, ici, à la cafétéria du camp, les gens mangent ensemble, ça discute, c'est vraiment multiculturel, c'est vraiment intéressant. Et ça fait une richesse dans les échanges. Et comment c'est diriger des choristes québécois? Ah ben, pour moi, c'est pas la première fois. Hein. J'ai travaillé plusieurs fois au Mont Orford, où j'ai dirigé 500 choristes. Et puis aussi, j'en ai eu 600 à la Place des Arts quand j'ai fait ce grand hommage à Michel Berger. Je connais le tempérament des Québécois. J'aime beaucoup. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'expression. J'aime ça. Et comment vous aimez votre expérience ici au Kamouraska? Alors, je l'aime beaucoup parce que cette idée de Marc-André Caron de mêler le tourisme et la semaine chantante, c'est assez original. Ça se fait rarement. Et surtout dans ces conditions-là, parce que là, on est sorti plusieurs fois par moins 25 degrés. C'est très intéressant. On a atterri à Québec, on a vu le carnaval de Québec, etc. Donc, on a fait plein d'activités. Moi, j'ai fait de la pêche hier. Vous savez, on fait le trou dans la glace, vous connaissez ça. J'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, je trouve ça très intéressant de mélanger le tourisme et la musique. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez préféré? J'ai trouvé l'histoire de la pêche, j'ai trouvé ça très original. Mais on a fait aussi des glissades sur des chambres à air, on a fait de la marche au flambeau là jusqu'à la cascade. Il y a eu plein d'activités. Moi, j'aime tout. Je suis un grand voyageur. Je voyage dans plusieurs continents et quand je viens dans un pays, ce qui m'intéresse, c'est le pays. C'est pas d'aller dans un grand hôtel et dans les grands restaurants. Moi, je vais rencontrer les gens du pays et la musique est le meilleur vecteur pour rencontrer les gens. C'est ainsi que se termine votre bulletin d'information Infocam. Si vous avez des suggestions de reportages, n'hésitez pas à communiquer avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. LC Productions est fière d'être associée à cette émission. LC Productions se spécialise dans la conception et l'hébergement de sites web. 1-877-680-5550.